Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Nermine Aidel Torfa. Ensemble, nous allons découvrir un parcours merveilleux. Nous allons découvrir une histoire de persistance, de réussite, un amour pour les langues et également une excellence dans le domaine de la traduction. Madame Nermine Aidel Torfa, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ravi Mona et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous voir toujours sur la chaîne Nile TV. On commence toujours par la période de l'enfance, puisque cette période-là marque la vie de l'être humain pour toujours. Et je crois que cette période également de votre vie a contribué à choisir le parcours et également à avoir quelques qualités qui ont aidé à réussir cette carrière ou ce parcours. Parlez-moi un peu de votre enfance. En fait, j'avais de souvenirs d'enfance très stables. On était d'une famille d'un niveau moyen. On était 4 sœurs et un garçon. On passait tout le week-end au village de mon papa, je me souviens très bien. Et comme vous savez, mon papa était un général à la défense aérienne égyptienne. Donc, avec une maman totalement responsable de 5 enfants, nous étions 4 filles et un garçon. Elle était obligée de tenir cette responsabilité d'une façon stricte et forte. Et voilà. Parfait. Et également, vous avez fait des études chez des religieuses catholiques. Puis, après les études à l'école, vous avez choisi d'étudier la traduction et les langues dans la faculté des langues, Université de l'Azhar. Alors là, c'est la théologie, c'est tout un autre aspect. Les deux reliés en fait pour donner des disciplines à suivre dans la vie. Parlez-moi un peu de l'enfance chez les catholiques, puis les études dans une faculté de l'Azhar. Oui, j'ai passé mes premières années d'éducation dans une école catholique. Ensuite, grâce au choix de mon papa, je vous parle franchement, il m'a choisi toutes les facultés des filles. Faculté des filles Université Ain Shams, faculté des filles Dar al-Ulum, faculté. Il m'a proposé faculté de langue et de traduction simultanée avec la littérature française, mais cette fois-ci était Université Al-Azhar. Et là, j'ai eu la chance de passer par une étape tout à fait différente parce que la vie d'une école catholique vers une faculté de filles encore seulement pour les filles, mais avec un aspect religieux tout à fait différent, avec des matières de différentes matières, les matières du Coran, la charia, le fiqh, le Coran, avec en plus les matières de la traduction, avec toutes ces branches, la littérature française, la civilisation, le théâtre français, tout ça durant 5 années, parce que nous étions des filles des écoles privées et non plus des écoles azariennes. Donc, on était obligé de passer par une année obligatoire comme introduction de commencer nos études. Et là, je me suis passée par 5 années avec les sciences humaines, la philosophie humaine. Ça m'a fait, vous voulez dire, combiner un petit peu une collection de cultures tout à fait différentes qui m'a beaucoup influencée même dans mon carrière. Très bien. Suite aux études, est-ce que vous vous êtes lancé dans le monde professionnel tout de suite après les études? Oui, à partir des années 97, j'ai commencé par être stagiaire au journal Al-Ahram Hebdo avec la colonne. J'étais responsable de la traduction de la colonne Salema Ahmed Salema et Assam Rifat de l'Ahram L'Iqtisadi. Et j'ai commencé après ce stage, je me suis mariée à Alexandrie
où Mm, j'ai vécu. J'ai commencé les premières années de ma vie personnelle là-bas. mm, J'ai commencé à faire la traduction avec des agences privées là-bas. J'ai signé plusieurs contrats là-bas et avec les circonstances personnelles du papa de mes enfants, puisqu'il était policier, il bouge beaucoup et on change trop d'endroits chaque 2 années. mm, J'ai commencé à, comme vous savez, Madame Mouna, la traduction, surtout mm, la traduction française, n'a pas de bon marché en Égypte. Je me mm. suis trouvée lancée obligatoirement au domaine de l'éducation, grâce à tout ce que je viens de raconter. Oui. Alors, Et là, j'ai commencé. oui. Oui, alors là, vous avez fait un amalgame entre traduction, formation, enseignement, puisque aujourd'hui, vous maîtrisez plusieurs casquettes. Vous êtes toujours traductrice, interprète, mais également dans le monde de l'enseignement, vous vous êtes spécialisée dans un domaine très important. Au début, vous étiez enseignante, puis vous vous êtes lancée dans le domaine de la formation des enseignants. Oui, Mhm. exactement. J'ai commencé mes premières étapes au domaine de l'éducation ou l'enseignement à être professeur de français. J'ai fréquenté plusieurs écoles en Égypte, soit nationales, soit internationales. Ensuite, avec la dégradation des années, je suis devenue superviseur, responsable, chef de département et j'ai commencé à penser comment améliorer mon niveau professionnel envers cette responsabilité avec la nouvelle génération. Comme vous savez, quand on travaille au domaine de l'éducation, on est responsable de toute une partie de la génération du futur de notre pays. Oui, Et à enseigner la langue française d'une façon tout à fait différente était le point essentiel où je me suis bougée durant des années à faire des formations. Je me oui. suis passée presque de 11 par 11 formations et 4 diplômes. Alors là, c'est une transformation très importante puisque également c'est un fardeau, c'est une responsabilité et former les formateurs ou les enseignants dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs transformations, changements en ce qui concerne le monde de l'éducation. Parlez-moi un peu de ce défi. Comment vous vous êtes lancé dans ce domaine et comment, au fur et à mesure, vous avez excellé en présentant ces formations? Je me suis lancée, je me souviens, durant des années, à partir des années 2000. Oui. On était à Luxor. Le papa de mes enfants était pendant ce temps responsable des groupes touristiques du côté du bureau du ministre de l'Intérieur. Et je me suis trouvée toute seule. Alors j'ai pensé, ben, je dois trouver une solution, je ne vais pas rester à la maison. Mhm. J'ai trouvé un institut privé là-bas à Luxor où je peux enseigner l'anglais comme deuxième langue. Et quand vous avez anglais comme deuxième langue, je ne maîtrise pas l'anglais totalement d'une façon parfaite comme le français. Oui. Alors, j'ai essayé de commencer avec les citoyens là-bas, avec les étudiants du Luxor, comme à enseigner English for Beginners. Et là, j'ai trouvé un grand succès. Ensuite, j'ai commencé à faire l'application dans une école gouvernementale là-bas à Luxor, où j'ai fréquenté les programmes gouvernementaux. 2 ans plus tard, je me suis bougée vers le Caire encore une fois. J'ai commencé mon travail en tant que professeur de français dans des écoles nationales et internationales. Et là, vous pouvez dire que ça fait plus que 20 ans que je fréquente le domaine Oui. entre la formation des enseignants et les préparations des curriculums et des méthodes et spécialement pour enseigner le DELF FLE ou français pardon, le DELF ou le français FLE, français langue étrangère. Oui. Alors, quand on parle éducation, enseignement, on parle de plusieurs défis. Déjà, la nouvelle génération, quelquefois, on entend que cette nouvelle génération n'est pas intéressée par les études en général. Avec une crise comme la pandémie de Covid-19, nous nous sommes
obligés à rester chez nous, à avoir un système d'enseignement en ligne ou hybride. Alors là, vraiment, il existe également un décalage et une distance entre l'enseignant et les élèves. Plusieurs défis. Parlons tout d'abord Oui. de cette volonté, la volonté de la nouvelle génération à étudier. Comment vous trouvez la nouvelle génération vis-à-vis de l'éducation? Moi, personnellement, autant que prof de français, ou bien j'ai commencé ma vie professionnelle comme prof de français et maintenant je fais les formations pour les professeurs, je vois toujours que la nouvelle génération ou la génération est tout à fait changée. On a la génération des touches, la génération que peut toucher le monde entier avec de simples touches, avec les smartphones et les machines et tout ça. Ils ont un petit peu perdu leur capacité de patience. Vous m'avez compris, c'est-à-dire les élèves n'ont pas capables comme autrefois à tourner les pages, à étudier d'une façon traditionnelle avec toute cette vague, toute cette une sorte de réforme au domaine de la technologie et les médias partout. Je vois que la génération a besoin d'une façon tout à fait différente à mieux étudier qu'autrefois. Oui. L'application de l'éducation à distance a beaucoup aidé à ça, spécialement pendant la crise du Covid-19. Mais quand on dit, moi, malgré que ça aide un petit peu à avancer, et il y a les avantages, il y a les inconvénients, quand on sait dans toutes sortes de nouvelles idées au domaine. Alors ça, c'est la volonté en général ou bon, l'existence d'une raison pour laquelle la nouvelle génération veut étudier. Maintenant, si on passe à un défi qu'affronte le monde entier, la pandémie de Covid-19 qui a obligé tout le monde de passer en ligne ou en système hybride présentiel en ligne, euh, on dit que peut-être que les enfants, les étudiants en général, petits et grands, n'ont rien compris, n'ont rien assimilé au cours de ces 2 dernières années. Selon ou basé sur votre expérience personnelle, est-ce que c'est vrai? Vrai et non, en même temps. C'est-à-dire, ça dépend à l'âge de l'enfant, parce que comme vous savez, à partir de l'âge des adolescents, à partir de 12 ans, 13 ans, on peut dire que c'est un apprenant indépendant. Mais avec les petits, il y a un problème de concentration. Oui, Tout le temps devant l'écran, avoir le professeur qui parle et tout ça. Il y a aussi une sorte de flexibilité de lieu et de temps qu'on bénéficie de l'idée même. Donc, en conclusion, j'encourage toujours l'éducation moderne et voilà, travailler à distance, travailler de chez nous à la maison. Ça donne beaucoup de flexibilité de temps et de déplacement et de travailler d'une façon autonome pour l'enseignant, mais en même temps, ça ne marche pas avec tous les âges des enfants. c'est vrai. Je voudrais également passer à une facette très importante de votre vie, passant à la vie personnelle et l'influence de cette vie personnelle sur la carrière ou la profession. Déjà, quand on dit une femme qui se lance dans le monde du travail, dans le monde professionnel, elle a plus de défis qu'un homme, avec la famille, les responsabilités à la maison et tout. Ayant quelques circonstances uniques ou qui peuvent vraiment entraver ce démarche, ça peut vraiment être quelque chose qui entrave le chemin d'une femme. Vous êtes passé par une expérience similaire, et avec un grand mais, vous avez réussi à transformer ces défis en atouts
pour vous pousser en avant. Parlez-moi Oui. de votre expérience. En fait, j'avais une vie très stable avec un grand succès avec mes enfants. J'ai 4 garçons. Euh, j'ai vécu, ou bien je me suis passée par 18 ans d'une vie stable avec mes enfants, entre mes enfants. J'étais une maman normale avec une mission, avec des responsabilités envers mes enfants. Et pour une raison ou autre, je me suis séparée de leur papa. Et voilà, j'ai recommencé de nouveau. Et comme vous savez, avoir des problèmes parfois avec autrui, c'est pas la fin du monde. On peut recommencer même, spécialement les enfants devenaient autonomes en plus qu'autrefois. Voilà, recommencer sa vie, son partenaire, pas la fin du monde, je répète encore une fois. Et surtout, il faut avoir la force et et les rêves qu'on doit réaliser, même si on souffre de la solitude. Et comme vous savez, Dalida a bien dit, la solitude a parfois son charme. Alors, vous êtes maman de 4 enfants, vous êtes toujours responsable de ces enfants malgré les distances, vous êtes en lien étroit avec eux, puisque à un moment donné, les circonstances également ont poussé la famille à être séparée. Les enfants ne vivent plus chez vous, mais vous avez réussi à avoir cette relation étroite entre maman et enfant. Oui, oui, j'essaie de temps en temps de leur contacter, de passer le week-end avec eux. Ils viennent me visiter chaque vendredi. On parle toujours, on discute beaucoup. Et voilà. Et ils Et sont compréhensibles et ils peuvent comprendre très bien l'idée de les aimer, mais parfois la vie est beaucoup plus dure et les circonstances sont beaucoup plus dures d'être influencées par la décision. oui. Et quels sont les principes ou les valeurs que vous avez essayé toujours bon, d'enraciner dans vos enfants? J'essaie toujours de leur laisser penser d'une façon euh, euh, pas totalement traditionnelle. Comme vous savez, la société chez nous a hérité des idées. On a des répétitions de tons d'idées sans avoir comprendre ces idées marchent très bien ou marchent d'une façon étroite avec nos circonstances personnelles ou non. Mhm. J'essaie toujours de leur pousser de penser de telle façon, cette façon ou perspective que je viens de vous dire. Et là, ils sont compréhensibles, ils n'ont pas de complexe ou bien les complexes de la société, comment maman va vivre seule, si elle veut se marier encore une fois, comment elle est indépendante, je dois venir vivre avec elle. Non, c'est à eux leur choix de vie et c'est à moi mon choix de vivre, la façon à travers laquelle j'aimerais vivre ma vie. Oui. Voilà, tout simplement. Avec trop de respect à l'ancienne vie, avec trop de respect à leur papa et à mes circonstances aussi, encore Oui. une fois. Oui, avoir l'équilibre dans la vie. Je voudrais également parler de la famille. Vous parlez que vous avez un père militaire, il était militaire, vous êtes né dans une famille assez conservatrice puisque votre papa avait choisi une faculté pour filles pour vous. Aujourd'hui, quand vous le dites, vous avez recommencé une vie, vous l'avez bâtie toute seule, vous avez connu la réussite malgré les défis. Alors, je voudrais savoir comment la famille a-t-elle réagi envers votre choix, votre parcours. Et je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui, par exemple, la famille accepte et également respecte vos choix. Mais peut-être au cours du démarche, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y avait des défis? Oui, il y avait des défis, Madame Mona. Pourquoi? Parce qu'on est éduqué dans une école de filles, faculté de filles. On n'a pas assez d'expérience. Comme vous savez, si on veut parler un petit peu logiquement, la fille égyptienne, pas toutes les familles peuvent éduquer leurs filles à être indépendantes. Oui, D'une école de filles vers une faculté de filles, on n'a pas assez d'expérience. Parfois, on vit dans une vie luxueuse avec nos maris et on ne comprend pas que c'est la meilleure vie.
On essaye d'imaginer toujours qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs. Et voilà, on n'a pas assez d'expérience pour décider, pour faire nos choix et tout ça. On recommence à reprendre des décisions plus tard et trop tard, à l'âge presque après 35 ans. Et là, je ne dis pas la fin du monde, mais en fait, on a perdu des années qu'on a dû avoir cette expérience-là. Oui. Et là, je recommence. J'ai eu la chance de convaincre ma famille avec tous mes choix. Et là, sans problème. Voilà, je recommence toute seule et j'essaye d'avancer dans ma vie professionnelle sans avoir des problèmes. Avec la paix à la tête, c'est la chose la plus importante. Également, si on retourne à la carrière, à la vie professionnelle, vous avez parlé du français, FLE, le français comme langue étrangère, de l'enseignement, de la formation des professeurs, des enseignants dans ce domaine. Si on se rappelle ensemble de vos réussites dans ce domaine, selon vous, quels sont les points marquants que vous aimez bien se souvenir d'eux en parlant de la carrière? La première chose, on doit mettre les points sur le fait de ne jamais prendre l'apprentissage de la langue française comme une des matières ou bien une des matières qu'on enseigne à l'école. C'est une langue et je recommence et là, je peux vous dire, je retourne un petit peu à mon expérience dans le domaine de la traduction à partir de la définition de la langue. Une langue, c'est un moyen de communication. Pour qu'on puisse communiquer utilisant cette langue, on a besoin de mieux écouter, de mieux comprendre, de mieux lire, pour mieux parler et mieux écrire. Et là, je me suis formée, je me suis passée par une formation très importante. C'est simplement la différence entre le français FLE, c'est-à-dire français langue étrangère, et le FLS ou français langue de scolarisation. Le français langue étrangère est tout à fait différent, spécialement parce que l'objectif essentiel, c'est toujours l'oral, savoir faire la communication et non plus avoir des papiers tapiers et tant de grammaire et tant de règles de conjugaison et tout ça, tout ce qu'on fait dans les écoles où le français existe comme français langue de scolarisation. Non, le français comme moyen de communication est tout à fait différent. Et tout ce que j'ai fait, je me suis plongée un petit peu à travers mes études dans le domaine, dans les secteurs privés, à travers d'enseignement du cadre commun européen de référence pour les langues et les indications qui peuvent aider l'étudiant à travailler les 4 compétences. C'est pour cela que je suis devenue DELF examinateur correcteur. Je peux imaginer très bien les besoins essentiels d'un enseignant et les besoins essentiels d'un apprenant du français langue étrangère. Parfait. Madame Nermine Adel Torfa, je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. La femme qui m'inspire, en fait, il y a mon papa, c'est toujours mon papa. Il n'y a pas de femme. C'est le modèle d'homme, alors, pas de femme. C'est le modèle d'homme, pas de femme. Ça, c'est une réponse tout à fait nouvelle. De femme. La femme qui m'inspire le plus, c'est moi-même. C'est-à-dire, je m'encourage tout le temps devant le miroir. Je dis que je suis forte, je peux avancer, je peux traverser toutes les difficultés possibles que je rencontre. Comme vous savez, la vie est très dure. Il n'est pas assez facile de vivre seul, de retenir la responsabilité d'une maison, la responsabilité d'un petit gamin de 6 ans. Avec le travail, vous voulez vous approuver vos étapes de succès, même vos rêves et tout ça. Mais pour moi, le modèle, c'est toujours mon papa. C'est toujours mon papa. Je suis très influencée avec, malgré qu'il était un général, il avait une personnalité très forte.
Il était à la défense aérienne et tout ça. Il était d'une façon, du côté humain, très tendre. Il nous a influencés avec sa tendresse, sa sagesse, sa culture. Il nous a beaucoup encouragés à mieux avancer, même toute seule, sans avoir besoin de personne. Et une dernière chose, il était pour moi un modèle de comment aider les autres, comment soutenir les personnes ayant besoin de soutien ou bien de support. Voilà, c'est toujours mon papa. Alors, ça, c'est un conseil vraiment qu'on apprécie. Merci bien, Madame Nermina Adel Torfa. De Euh, rien. Merci de nous accorder cette interview et également d'être franche et de partager votre expérience et également Avec plaisir, sans problème. les moments difficiles. Des fois, vous savez, des fois, nous les femmes, on a quelquefois des difficultés à s'exprimer à propos de nos sentiments, à propos de nos expériences. Mais puisque vous pouvez dévoiler cette vie ou ces obstacles, ça signifie que vous possédez aujourd'hui, quand vous l'avez mentionné, la sérénité et également l'équilibre dans la vie. Oui, exactement. Je vous remercie infiniment. Et, chers téléspectateurs, c'était notre rendez-vous via cette nouvelle technologie avec Madame Nermina Adel Torfa. Madame Nermina Adel Torfa, non seulement est professeure de français, mais également interprète, également formatrice de professeurs. Ensemble, nous avons découvert les points marquants de sa vie, également les défis et les obstacles et comment peut-on se redresser et recommencer notre vie avec plein de succès. Je vous remercie infiniment et à la prochaine édition au féminin.